fais cette vidéo, c'est pour vous parler des lectures que j'ai fait récemment. Sur la vidéo précédente, j'ai plus parlé de manga, même s'il y avait un roman. Sur celle-ci, je vais plus m'attarder sur les BD, et puis il y aura aussi un roman à la fin. Donc voilà, tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. J'ai lu la BD Un bruit étrange et beau de l'auteur Zep. En ce moment, on est en train de refaire un peu notre réserve BD, donc il y a des ouvrages que j'ai redécouverts, dont celle-ci. C'est l'histoire d'un jeune moine, je sais plus c'est quoi, un chartreux. Il fait un vœu de silence en fait. Il est au fin fond, je sais pas, des Alpes ou de machin, et voilà, il ne parle plus, il fait sa vie monacale, mais sans prononcer un mot. Et il va se retrouver hérité de sa tante, et pour avoir cet héritage, il faut qu'il aille à Paris. Lui, il n'en veut pas, mais le père supérieur va lui faire comprendre que, en fait, s'il veut pas de l'argent, ok, le monastère, lui, aurait bel et bien besoin de cet argent pour refaire le toit et tout, donc au pire, il y va, il accepte l'argent et il donne au monastère, comme ça, tout le monde est content. Donc ce moine retourne à Paris, retourne à la vie, et ça fait, je sais plus, 25 ou 20 ou 30 ans qu'il est dans ce monastère. Il a décidé, genre à 18 ans, de partir au monastère, donc c'est très tôt, c'est très jeune, et c'est surtout que du coup, il n'a jamais rien connu d'autre quasiment, et donc là, il revient à la civilisation, et il se rend compte de ce que la civilisation est devenue depuis. En gros, il y a 30 ans, il n'y avait pas autant la télé, il n'y avait pas les ordinateurs, les voitures n'étaient pas pareilles, enfin, le look n'était pas pareil, enfin voilà. En gros, c'est comme s'il arrivait sans rien connaître, et il est assez perturbé, euh, donc voilà. Et il va retrouver du coup ses neveux et ses nièces. Il y a plein de choses qui va faire que... Enfin non, c'est pas des neveux et une nièce, du coup c'est cousin cousine. Bref, il y a plein de choses qui va faire que ça va être un vrai questionnement pour lui. Il remet pas vraiment sa foi en question, ni son choix, mais le choix des autres va être remis en question et tout et tout. Et il y a un vrai questionnement justement sur les croyances, sur la foi, sur les doutes, sur et tout et tout. Et c'est une lecture que j'ai énormément appréciée parce que cette histoire était belle, sans en faire des caisses, mais cette histoire était belle. Donc voilà, je la conseille vivement. De toute manière, pour le moment, des lectures que j'ai fait de Zep, euh, stuff, voilà, mais lecture adulte, j'ai beaucoup apprécié. Il y a peu de choses que j'ai lues que je n'ai pas aimées. Enfin, j'ai pu ne pas avoir de gros coups de cœur, mais les lectures étaient quand même intéressantes et divertissantes. Et puis de toute manière, c'est ça qu'on demande. On ne demande pas toujours un récit philosophique et un essai, voilà, pour se questionner, mais en général, j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, pour être clair. La preuve étant que j'ai lu une deuxième œuvre de lui qui était dans notre réserve, Esmera. Alors pour le coup, grand écart, parce que le sujet n'est pas du tout le même. Là, on est sur l'histoire de Esmera, une jeune femme qui se pose beaucoup de questions sur elle, qui a été élevée dans une foi plutôt catholique, dans une école de filles, nanani nanana. Je crois qu'elle est en Italie à la base, j'ai un doute, parce qu'en fait, elle fait... À cause de ce qui va lui arriver, elle ne reste jamais à la même place. Donc j'ai un doute, mais je crois qu'à la base, elle est quelque chose comme Italie. Et cette jeune fille va énormément s'intéresser à la sexualité parce qu'elle vit dans une école de filles catho, voilà, chez les bonnes sœurs, nanana, donc c'est interdit, et tout ce qui est interdit à l'adolescence, évidemment, c'est une passion extrême. Elle va s'intéresser à la sexualité, surtout que sa colocataire de chambre, elle, est déjà très intéressée sur le sujet parce que elle réussit à ramener son petit ami dans leur chambre malgré qu'elle soit là et à faire du coït juste à côté d'elle. Enfin bref, du coup, voilà, il y a une relation, un embrigadement qui fait que elle va être intéressée par la chose et puis même d'elle-même, elle se touche et tout et tout. Cet ouvrage est, il est déstabilisant parce que, bon, c'est un petit spoil sans vraiment en être un, mais en fait, l'histoire de cette jeune fille, c'est que du coup, elle va coucher avec un homme et quand elle va jouir, elle va se transformer elle-même en homme. Et donc elle est énormément perturbée par ça. Et à l'inverse, du coup, elle va avoir une autre relation sexuelle et redevenir une femme. Et ça va être que ça en fait. Ça va être un enchaînement de... En fait, à partir du moment où elle a un rapport sexuel, où elle jouit, elle change de sexe. Ce récit est justement un ode à la joie, au plaisir,
aux orgasmes, à la jouissance dans les deux contextes. Et, euh, et du coup, cette jeune femme, elle est assez perturbée parce que, déjà, c'est un cas un peu particulier. Et elle n'arrive pas non plus à aller plus loin que les coups d'un soir parce qu'à chaque fois, du coup, elle change de corps et personne n'arrive à accepter ça. Euh, Tu couches avec une femme et le lendemain, t'arrives dans ton homme. Quand t'es hétéro, c'est un peu compliqué. Et, euh, et donc voilà, il y a énormément de quiproquos, de problèmes qui vont être créés autour de ce concept. Et, et j'ai beaucoup aimé parce que ça parle de la sexualité d'une manière très juste, très simple et très vraie. Parce qu'il y a plein de choses que... ça a beaucoup écarté tout ce qui peut être agression et tout, parce que c'était pas le sujet. Là, le sujet, c'était vraiment le rapport au corps, le rapport au genre, et puis elle aussi, du coup, son vécu, le fait de justement de pouvoir comparer les deux. Et à un moment, la question va lui être posée, en gros, est-ce que tu préfères l'un ou est-ce que tu préfères l'autre? Et elle va les comparer en leur disant que il n'y a pas de préférence, en fait, l'un comme l'autre sont différents et elle ne veut pas se passer ni de l'un ni de l'autre. Donc franchement, je m'attendais pas du tout à ça je trouve que cette BD n'est pas assez connue. C'est un sujet évidemment qui n'est pas forcément très simple à traiter et à mettre en avant, mais j'ai beaucoup aimé, donc je recommande vivement. On arrive dans tout ce qui est arrivé à ma médiathèque, et donc du coup là c'est pas mal de suites dont je vais parler, parce que on les a reçus, donc je les ai vite lus avant de pouvoir les équiper et les mettre en rayon. On a reçu Aphrodite, tome 2 de la saga Les Mythes de la Sagesse. Que dire de plus que ça continue l'histoire d'Aphrodite et que ça ne la présente pas forcément que sous des bons jours, ça nous dit aussi pas mal de ses défauts et c'est la réalité de la mythologie. Hein. Franchement, les dieux en général ils sont rarement cool, ils sont beaucoup dans la jalousie, la vengeance, là moi je veux ci mais tu veux pas le donner, bah attends tu vas voir ce que tu vas prendre. Clairement c'est ça et voilà. Donc Aphrodite, déesse de l'amour, ouais, mais aussi pas mal de la vengeance, hein, et de la jalousie au passage. J'ai beaucoup avancé aussi dans la BD jeunesse. J'ai lu Trousse Boy tome 2. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui va trouver une trousse, mais cette trousse est maudite en fait. Il va l'ouvrir et les gens, quand ils vont toucher les objets de cette trousse et tout, vont se transformer genre en effaceur, en stylo plume, en compas, en ce que tu veux, bref, et avoir des super pouvoirs en rapport avec ce- cet objet qu'ils ont touché. Bref, et donc du coup, ça a créé un petit Marvel bizarroïde. Le délire, c'est que pour arrêter la malédiction dans son collège, au lycée, je sais plus, il faut qu'il réunisse, lui en tant que trousse boy, il faut qu'il affronte toutes les personnes qui ont des super vilains pouvoirs et réunisse tous les objets et referme la trousse pour que la malédiction s'arrête. On va se rendre compte de qui est le super méchant. Lui ne va pas vouloir l'accepter, mais il va devoir y être confronté. Hein. Dans le tome 2, c'est clairement ça. Et y avoir une acolyte qui va se révéler être beaucoup plus percutante que lui. Et du coup, voilà, très clairement. Le tome 2 est évidemment une suite du tome 1, mais aussi initie un tome 3 parce que du coup, à la fin, on a un retournement de situation intéressant et prévisible puisqu'il se sert beaucoup de la mode actuelle. Voilà. Je veux pas trop en dire sans spoiler, mais un tome 2, voilà, pas ouf. J'ai lu La Sentinelle du Petit Peuple, tome 3. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va aller rencontrer, enfin pas rencontrer, mais qui va aller voir sa mamie et sa mamie va lui transmettre quelque chose d'assez important en héritage. Dans leur famille, elles peuvent se transmettre ceci, c'est-à-dire être les sentinelles du petit peuple, être les gardiennes du monde féerique magique qui nous entoure. Les humains ne le voient pas, mais les personnes de cette famille peuvent avoir ce don de devenir la sentinelle, donc être les protectrices de la nature, mais surtout des fées, des lutins, des licornes, tout ceci, voilà. Et sa mamie, justement, est prise pour une folle et est internée parce que, là, justement, elle prend de l'âge et au lieu de garder le secret, elle divulgue des choses. Donc, du coup, clairement, ils l'ont mis à l'hospice parce qu'il la croyait folle. Et la jeune fille se rend compte que non, en fait, sa grand-mère n'est pas folle et donc va reprendre le rôle de sa grand-mère de devenir la sentinelle. Dans le tome 3, du coup, elle l'est.
puisque ce que je vous raconte, ça se passait dans le tome 1, elle l'est, et là, la mission, c'est de sauver une licorne qui a été capturée par des méchants gobelins et mise aux enchers. Donc du coup, il y a plein de petites péripéties qui vont être faites avec ses deux amis, la fée et l'espèce de petit lutin. Voilà, et c'est une lecture jeunesse assez mignonne, et pour le moment, là, je vois pas trop où veut en venir la morale, bien que là, il y avait eu des petits avertissements qui ont été dits, qui n'ont pas respecté, du coup, il va y avoir des conséquences assez dramatiques. Mais j'attends de voir la suite, parce que pour le moment, c'est une bonne lecture, mais sans plus. J'ai, du coup, là, on a le tome 9, donc du coup, j'avais oublié de lire le tome 8. Donc je me suis précipitée à relire le tome 8 avant de lire le tome 9 de la série Dad. Et c'est l'histoire d'un jeune, enfin non pas d'un jeune, il est plus jeune maintenant, mais d'un père qui a 4 enfants de différentes mères. Du coup, c'est un père solitaire, un papa seul, et il élève ses filles comme il peut. Et lui, sa carrière, c'est d'être comédien, c'est d'être acteur, mais tout le monde ne peut pas être Georges Clooney, Brad Pitt et tout. Donc, il vit de petit boulot en petit boulot pour subvenir à sa grande et belle famille. Là, les filles commencent à être un peu plus grandes et du coup à vouloir de l'indépendance, dont l'aînée, qui là est étudiante euh, à l'université et tout, donc il y a l'histoire du déménagement, de l'appartement, de prendre son indépendance, et les autres filles du coup en profitent pour aller voir dormir plusieurs semaines, voire plusieurs mois chez leur mère et tout, donc ils se retrouvent assez démunis en mode mais quitte toute le nid maintenant. Bon, sauf la petite dernière qui est vraiment un bébé de 3-4 ans, mais sinon toutes les autres, voilà, déménagent petit à petit. Et franchement, cette histoire, elle est hyper cool parce que ça passe des messages de manière très humoristique, hein, de manière très simple et ludique. Et c'est vrai que c'est le métier de parent est pas facile et vraiment ingrat. Donc de manière très, très douce et humoristique, cette BD rend hyper hommage à ça. Il y a plein de petites scénettes qui m'ont fait rire parce que oui, j'ai eu ce même genre de dispute avec ma mère ou de conflit. C'est bête mais c'est simple à la fois. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est très cool. J'aime bien cette série. J'ai lu Lulu et Nelson, tome 3. Mais le souci, c'est que j'avais lu les 2 premiers tomes il y a genre 1 an, voire peut-être ouais, 1 an et demi. Et du coup, quand j'ai lu le tome 3, la fin, je savais plus. J'étais en mode, attends, oui. J'ai eu un gros bug. Et je pense que du coup, cette série de 3 tomes mérite d'être lue les unes à la suite des autres et de ne pas avoir un gros écart entre, parce que sinon, t'es vite perdu, comme moi là, j'ai pu l'être avec le tome 3. J'étais en mode, mhm. Lulu et Nelson, c'est l'histoire de Lulu qui est la fille d'un dompteur de lions dans un cirque, si je me trompe pas. Et son père va perdre son boulot, je sais plus trop quoi, donc elle va décider d'aller en Afrique directement, aller chercher des lions pour pouvoir, pour que son père puisse à nouveau travailler. Enfin, je sais plus, il y a un truc comme ça. Et en fait, l'histoire commence avec une jeune fille qui doit déménager de là où elle habite. Je sais pas si c'est la Guyane, la Guadeloupe ou un truc comme ça. Et elle reçoit une lettre de sa grand-mère qui lui explique que les nouveaux départs, c'est pas forcément négatif, bien au contraire. Et cette fameuse grand-mère, c'est Lulu. Et donc, du coup, c'est elle qui explique son histoire à sa petite fille pour qu'elle comprenne que des fois, il peut arriver des choses extraordinaires parce que justement, tu as fait l'effort de changer de vie, de faire un déménagement, de voilà. Donc du coup, on retrace la vie de Lulu et de Nelson, puisque Lulu va rencontrer Nelson en Afrique. Et une histoire d'amitié va se créer autour des deux, voire plus affinité. Et voilà, c'est une histoire assez choupie, c'est de la jeunesse, ça a une très belle morale. Il y a des sujets assez sombres qui sont traités dedans, comme le racisme, l'apartheid et tout, parce que justement, elle va se retrouver en Afrique du Sud. Et, mais toujours en douceur. Franchement, les graphismes font très penser à tout ce qui est carnet de cerises et tout et tout. C'est doux et simple et franchement, j'adore. On continue dans les nouveautés de la médiathèque. J'ai lu Jumelles de Florence Dupré-Latour. Récemment, j'ai dû confirmer depuis c'est le tome 2. Donc là, quand j'ai vu qu'on avait celui-là
qui venait d'arriver, je me suis dit, bah allez, on continue dans la série, on n'est plus à ça près. Du coup, Jumelles, c'est l'histoire de Florence et de Bérénice. Non, c'est l'inverse. Florence en rouge et Bérénice en bleu. Donc c'est l'histoire de ces deux petites jumelles et de leur enfance, tout simplement, pour le moment, jusqu'à l'adolescence. Là, on s'est arrêté à la fin, à l'adolescence, parce que justement, il y aura un tome 2, je suppose, sur l'adolescence, et un tome 3 sur leur vie d'adulte. Donc c'est l'histoire de ces deux jeunes filles, et surtout du fait qu'elles soient jumelles, de leur enfance, et de cette relation bien particulière qui est le fait d'être jumeaux, jumelles, parce que tu n'es jamais seule et en même temps, il y a ce problème de ne jamais vouloir être seule, deux fois de vouloir être seule, et en même temps d'avoir le réconfort de ne jamais l'être. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais elle le dit très bien, elle, que c'est une relation fusionnelle, quand elles ont du mal à laisser rentrer les gens dans leur bulle. Et au bout d'un moment, elles vont grandir et tout, donc il va y avoir cette mini cassure qui va se créer entre les deux. Et le fait aussi de vouloir toujours les différencier, d'en même temps se rendre compte que c'est important de se différencier, mais ça leur fait à la fois... Enfin, on n'est que du point de vue de Florence, hein, mais ça leur fait à la fois mal, parce que ne veulent pas forcément être... Enfin, Florence ne veut pas forcément être différenciée de sa sœur, mais des fois veut être... Enfin bref, c'est assez compliqué et complexe comme relation, et c'est hyper intéressant. Encore une fois, c'est une enfance que je ne souhaite pas à grand monde, parce qu'on est vraiment dans une famille catho, vraiment à l'ancienne. Je trouve que c'est hyper intéressant, et je pense que le résumé résumera mieux que moi. La quête de l'être aimé peut parfois prendre toute une vie. Florence, elle, aura connu sa plus grande histoire d'amour dès sa naissance, celle qu'elle a vécue avec sa jumelle Bénédicte. Flo et Béné vont faire l'expérience du bonheur le plus pur, mais aussi de toutes les relations fusionnelles et de la souffrance. Florence arrivera-t-il à trouver sa place dans ce couple gémellaire? Comment construira-t-elle son identité, sa singularité, et les autres, les tout seuls, comment ils font-ils pour y survivre? Voilà, il y a toute cette question d'être à la fois deux tout le temps, et comment font les autres, et pourquoi ça nous arrive. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette lecture, parce que c'est vrai que les jumeaux jumelles, on les représente toujours de manière soit très complémentaire, soit pareille, et on s'intéresse rarement à la complexité que c'est d'avoir une personne en face de soi qui est identique, et de vouloir à la fois rester fusionnel avec cette personne, mais s'en émanciper. Et du coup, c'est ça que j'ai retrouvé dans cette BD et que j'ai beaucoup aimé. Donc hâte de lire la suite. Alors, cette BD, je suis très contente parce que je l'ai vue passer sur un compte. Je crois que c'est encore Thibaut, mais je suis pas sûre. Et quand j'ai vu qu'on l'avait à la médiathèque, j'ai directement fait hop là. Voilà, donc une nouveauté de plus, Monsieur l'apothéose. Donc c'est l'histoire de ce jeune homme, Monsieur l'apothéose, qui est la quatrième, ouais, arrière-grand-père, grand-père, père et lui. Donc une quatrième génération de Monsieur Apothéose, et bah, il a extrêmement peur. Il ne veut rien faire parce que cette famille est maudite. Son arrière-grand-père a quitté une île, je crois, et après ça, il ne leur arrive que des catastrophes. En gros, le jour des plus grandes réussites se transforme en catastrophe phénoménale. Je sais plus exactement, mais genre son arrière-grand-père, il va jouer de la guitare à une femme, et il va se faire tuer par son mari en croyant que c'est son amant, alors que c'est pas lui l'amant de cette femme. Son grand-père, je sais plus ce qu'il fait. Son père ouvre une boulangerie, et le jour de l'inauguration, la pâtisserie que le maire mange va faire en sorte qu'il s'étouffe et du coup meurt. Donc le maire est mort à cause du père de ce jeune homme. Enfin voilà, en gros, il leur arrive que des catastrophes comme ça, et donc du coup, ce jeune homme décide de ne rien faire qui puisse tenter le sort. Il ne veut pas faire de trucs ouf, il veut rester le plus invisible possible pour cesser cette malédiction. Et donc du coup, on suit ce jeune homme avec ses contradictions, ses paradoxes, le fait qu'il soit amoureux d'une jeune femme et qu'il ne veut jamais se déclarer à elle parce que justement il a peur que ça finisse mal. Et un autre personnage, du coup un journaliste écrivain qui, du coup, une amitié va se créer entre les deux parce qu'il va leur raconter leurs différentes vies et leurs différents problèmes familiaux. Et c'est hyper intéressant et bien construit, et c'est doux, c'est simple dans la manière, c'est David, donc l'illustration, ça fait beaucoup penser à Super S, une BD plus jeunesse pour le coup.
Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et c'était assez simple à lire. Enfin, simple. Il y a quand même des choses qui sont assez choquantes et comment dire? Et voilà, toute sensibilité n'est pas capable de lire ça parce qu'il y a des moments qui sont assez durs, mais c'est simple et efficace, voilà. Je dirais ça comme ça, c'est simple et efficace. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour écrire une belle histoire. Et là, c'en est une. Eh ben, comme la dernière fois, on va finir sur un petit roman. Donc, j'ai lu La passeuse de mots, tome 1. Je l'ai énormément vu sur les réseaux sociaux et tout le monde en parlait énormément, donc je me suis dit un jour, il va peut-être falloir que je m'y mette. Hein. Là, en ce moment, j'essaye pas mal de rattraper justement les gros phénomènes littéraires que j'avais zappés parce que tout le monde en parlait énormément. Du coup, je m'étais dit, moi, j'essaye de petit à petit rattraper mes lacunes, mais c'est pas facile. Parce qu'à partir du moment où il y a une grosse hype sur quelque chose, c'est compliqué pour moi d'aller vers si c'est pas un sujet qui m'intéresse de suite. Et du coup, ça fait prendre des années. Et donc, du coup, j'ai une pile énorme. Enfin, non, j'ai pas une pile, mais j'ai une liste énorme de livres que je n'ai pas lus et que tout le monde me dit mais faut que tu le lises, il est trop bien. Pff, oui, mais tout est trop bien quand on vous écoute, donc c'est problématique. Donc, on revient sur La passeuse de mots. C'est l'histoire d'une jeune femme qui adore lire, qui passe son temps à lire. On est dans un monde plutôt médiéval avec roi, chevalier, tatati tatata. Elle, c'est la jeune fille de la pâtissière du royaume, non pas du royaume, de la ville où habite le roi, si je puis dire. Et donc, c'est la pâtissière royale officielle. Voilà. Donc, cette jeune fille qui, elle, clairement préfère devenir libraire que pâtissière, mais qui aide sa mère quand même parce qu'il y a des grands événements, il y a besoin de main-d'œuvre et tout, mais passe ses nuits à dévorer des livres, très clairement. Et elle adore les mots, la bonne tournure de phrases et tout. Et en étant toujours fourrue dans le château à aider sa mère, elle a déjà rencontré un des jeunes princes, un des jeunes héritiers, le petit dernier, et s'est liée d'amitié avec lui. Une relation amitié va se lier entre l'un et l'autre jusqu'à ce qu'il arrive un élément catastrophique dans cette ville. Et du coup, ils vont être séparés et chacun va suivre son chemin, même si le chemin, lui, on ne sait pas trop où il mène pour le moment. Mais on va suivre du coup elle, qui va devenir ce qu'ils appellent une passeuse de mots. C'est une personne du coup qui a des dons magiques, parce que dans cet univers il existe des dons magiques, mais le roi avait mis un traité justement comme quoi dans leur royaume, la magie était, comment on dit, elle était très très encadrée. Quand on rentre dans le royaume, il y a une espèce de traité qui fait en sorte que il y a une égalité qui se fait entre les non-mages et les mages pour justement pas qu'il y ait de discrimination, d'esclavage et tout, de conflits. Voilà, en gros, il y a ça. Mais qui dit ça dit que justement les mages, eux, sont lésés par rapport à ça parce que comment on dit, je sais plus, on met leur magie sous cloche en gros. Donc il y a quand même un petit peu d'oppression là-dessous et il y a une manifestation et donc l'événement déclencheur qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, il va y avoir une révolte, carrément. Ah, bah, de toute manière, à partir du moment où tu oppresses une population pour une autre, il y a forcément au bout d'un moment une révolte, une révolution. Donc, cette jeune fille, elle, va devoir suivre un entraînement spécifique pour appréhender son pouvoir. Et donc, le pouvoir de passeuse de mots, c'est en gros, certains mots arrivent à elle comme des sorts, si je puis dire, et ça lui donne de la magie. Par exemple, elle, son mot à elle qu'elle a de base, c'est le mot courage. C'est une fille qui est courageuse. Et donc, quand courage donne sa magie, d'un coup, elle est capable de faire tout et n'importe quoi. Et petit à petit, du coup, elle va, dans sa quête, rencontrer d'autres mots, rencontrer des gens aussi qui vont l'aider. C'est clairement un univers héroïque fantasy et c'est cool. C'est un peu long, je l'avoue. Les personnages sont très bien traités, en profondeur et tout. Elle, on est avec elle dans les moments assez sombres et c'est très très crédible. Et en même temps, les autres personnages qu'on rencontre aussi sont très intéressants. Bon, il y a des clichés, hein, on va pas se mentir, le beau gosse ténébreux, mystérieux, qu'on ne sait pas trop ce qu'il est. Voilà. Mais bon, c'est cool, franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais par contre, c'est long. C'est ce que je me rends compte, c'est que j'ai de plus en plus de mal avec les gros pavasses là, de 700 tomes. Pareil, là, quand je suis dans la cotard, j'en ai marre des histoires aussi longues. Je me rends compte que avant, je les dévorais, et bon, je les dévore toujours, mais j'ai moins d'entrain à lire ça. Je préfère lire des plus petits trucs. Donc, si vous voulez une petite lecture facile
bah, c'est pas ça qu'il faut lire, clairement. Lisez plutôt un manga. Mais c'est une histoire cool et j'ai hâte de lire le tome 2, de voir l'évolution de ce personnage. Bon, là, elle a déjà pas mal évolué dans le tome 1 en 700 pages. Mais je suppose qu'on va aller encore vers plus. Et les relations aussi entre du coup ses acolytes à elle, parce que petit à petit va se former un petit groupe autour d'elle de personnes qu'elle va aider et qui du coup en retour vont un peu le tenir fidélité, vont vouloir l'aider. Donc voilà, c'est hâte de voir la suite pour avoir un avis plus pertinent, parce que pour le moment, on n'est pas non plus dans une très grosse introduction comme on pourrait l'être dans Guild là que j'avais lu récemment, mais on s'attend à plus forcément, parce que là elle est vraiment encore dans l'apprentissage de ses pouvoirs et tout, même si elle commence à les maîtriser et justement à devenir un petit peu badass. Là on est déjà dans la prémisse de l'élève va peut-être dépasser les maîtres, d'attention. Donc voilà, une très bonne lecture que je conseille vivement. Voilà. Si vous avez lu les lectures dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à en parler avec moi en commentaire, si vous avez lu ou pas, si ça vous a donné envie de les lire, n'hésitez pas, l'espace est là pour ça. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide toujours et ça fait très plaisir de voir ces petits pouces bleus s'agiter. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais tout plein de gros bisous.